Bonjour à tous. Quelques mots rapides, très rapides, pour laisser la parole aux conférenciers de ce soir. Quelques mots pour vous remercier de votre présence aujourd'hui. Nous organisons, et c'est la première fois, un regard croisé entre des chercheurs et des praticiens sur le thème de ce soir, des usines sans humains. Donc cette conférence est organisée par le CEREJ. Alors je ne veux pas être très long, mais je vais juste dire 2 mots, parce qu'évidemment il faut que je le fasse. Le CEREJ, c'est le Centre de recherche en gestion, qui réunit l'ensemble des chercheurs en sciences de gestion, mais pas que, puisqu'on se veut un laboratoire pluridisciplinaire. Donc on retrouve des chercheurs en sociologie, en économie, en information et communication. Nous travaillons sur des problématiques qui ont trait principalement à la vie de l'entreprise. Dans ce cadre, le CEREJ a plusieurs spécificités, et il y en a une sur laquelle je voudrais insister ce soir, c'est que nous sommes très proches des entreprises et que nous nous engageons pour beaucoup d'entre nous des recherches-actions, des recherches-interventions que nous menons directement avec des organisations, que celles-ci soient privées, publiques, associatives. Et d'ailleurs, je reconnais dans la salle quelques partenaires et je les remercie de leur présence aujourd'hui. Lorsque l'on a repensé le projet stratégique l'année dernière, puisque nous avons été audités, nous avons souhaité renforcer, ou en tout cas essayer de renforcer le lien entre les chercheurs et les praticiens, parce que nous croyons que ce lien peut être fécond, et on espère qu'on en fera la démonstration ce soir. Et donc on s'est dit qu'on pouvait peut-être nous proposer des espaces de discussion, tout simplement des espaces d'échange entre ces différentes personnes. Voilà, donc vous avez ce soir la première conférence, on espère qu'il y en aura d'autres. Je profite pendant que j'ai le micro de remercier très sincèrement et très chaleureusement Véronique et Olivier qui, au sein du CEREJ, mènent ce projet depuis le début. Donc merci beaucoup. Et je finirai par remercier ceux qui se prêtent au jeu pour la première fois, puisque c'est pas facile. Donc merci beaucoup, Monsieur Cavreau, de votre présence. Merci à Florence Laval et à Sébastien Mailloux qui vont, je l'espère, animer cette réunion et nos réflexions sur cette thématique qui est effectivement une thématique d'actualité pour nous. Merci beaucoup et je passe la parole à chef d'orchestre. Merci Benjamin. Donc, bonsoir à tous et merci également à mon tour de vous remercier de votre présence pour ces premiers regards croisés du CEREJ. Alors, en tant qu'IAE, Institut d'administration des entreprises, nous formons des étudiants en gestion. Et nous devons préparer nos étudiants aux métiers de demain. Pas si simple quand aujourd'hui on est en train de s'interroger sur la disparition des métiers, le remplacement des humains par les robots, la disparition même du travail, puisque selon différentes études, au moins 9% et jusqu'à 46% des emplois pourraient être automatisés dans les années à venir. Et à l'inverse, nos étudiants, vos collaborateurs futurs et actuels, auront demain des métiers qui aujourd'hui n'existent pas, qui feront appel à des technologies qui n'ont pas encore été inventées pour répondre à des problèmes qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Donc, pour lancer en beauté, j'espère, ces premiers regards croisés du CEREJ, on s'est donné un thème ambitieux. On a choisi de réfléchir au travail, ou même plutôt à son éventuelle disparition, et en particulier dans les usines, où les humains sont déjà une espèce en voie d'extinction et qui préfigurent peut-être de ce qui nous attend. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir des invités de marque, que je remercie aussi de leur présence, et qui sont des personnes avec des parcours un peu particuliers. Guy Cavreau, directeur innovation et robotique chez BA Systems, qui est le leader français en robotique et système intralogistique, et qui par ailleurs est docteur en sciences de gestion. 3 enseignants-chercheurs de l'IAE, Olivier Coussy, qui est par ailleurs donc enseignant-chercheur en gestion et qui a par ailleurs une thèse de doctorat en mécanique qu'il a réalisée au sein d'un laboratoire de robotique, d'où le lien avec le sujet. Sébastien Mailloux, qui enseigne ici le droit social et qui, par ailleurs également, fait du conseil en droit social auprès des entreprises au sein du cabinet TEN France. Et Florence Laval, donc spécialiste de la fonction RH au sein de l'IAE de Poitiers. Des praticiens et des chercheurs pour des éclairages très divers sur cette thématique. Lorsque j'ai sollicité Guy Cavreau pour intervenir, sa première réaction a été de me dire qu'il trouvait étonnant, lui qui vit de très près ces évolutions,
l'automatisation des usines, que la recherche ne s'intéresse pas plus à ce sujet. Alors, bonne nouvelle, aujourd'hui marque une rupture dans l'histoire, puisque avril 2018 restera gravé dans les mémoires. Alors, pas seulement parce qu'on ouvre le sujet ce soir au sein de cette conférence, mais on voit que Le Monde est en train de publier une série d'articles qui fait intervenir des chercheurs justement sur ces thématiques-là. Notre collègue Pierre Laniret vient de publier dans The Conversation un article sur l'automatisation dans les trains, qui rejoint complètement le point de vue les questions qu'on va poser ce soir. Et puis donc notre réflexion de ce soir qui ne manquera pas de faire date. Et il semble urgent de s'intéresser à ces thématiques. Il est en effet étonnant que la recherche s'y intéresse aussi peu, puisque c'est un sujet qui concerne toutes les entreprises, tous les métiers, et en particulier en France. Beaucoup d'études considèrent que la France est en retard par rapport aux autres pays sur l'automatisation. On compte en France 132 robots pour 10 000 employés, plus du double chez nos chers voisins allemands, 4 fois plus en Corée du Sud. Donc on constate qu'on va vraiment vers des usines sans humains. Et la France, visiblement, essaye de rattraper un petit peu son retard dans la course. 4200 automates ont été installés en France en 2016, 40 fois plus qu'en 2015. Donc, visiblement, l'avenir semble être aux usines sans humains. On peut imaginer des usines qui vont fonctionner uniquement par des robots, pour des robots, avec aucune intervention humaine. Et pourtant, Elon Musk, célèbre dirigeant notamment de Tesla, à qui rien ne semble résister, qui a essayé de mettre en place ces usines sans humains, a fait l'aveu public la semaine dernière du retard dans la livraison de sa Tesla Model 3 à cause des robots qui ont entraîné des retards dans la livraison. Il parle d'un enfer industriel, il considère qu'il est allé trop loin dans l'automatisation. Il affirme ou il découvre que les humains font parfois un meilleur travail que les robots et qu'il les avait sous-estimés. Et puis à l'extrême inverse, Hermès, maroquinier français, qui vient d'inaugurer dans le Doubs une usine sans aucun robot. Donc, est-ce qu'il faut avoir peur des robots? Est-ce qu'ils vont à terme remplacer les humains dans les usines? Et est-ce qu'on va vers la fin du travail? Ce n'est pas une crainte nouvelle. Aristote se posait la question dans l'Antiquité des machines qui éventuellement pourraient remplacer les esclaves. En Angleterre, au XIXe siècle, on a des artisans qui détruisaient des métiers à tisser parce qu'ils craignaient qu'on les remplace par des machines. Les économistes, pourtant, nous affirment que les destructions d'emplois qui sont liées à l'automatisation, elles se répètent à mesure des innovations technologiques et industrielles, mais qu'à chaque fois, on finit par créer de nouveaux emplois plus qualifiés, que c'est un décalage dans le temps. La machine à vapeur a détruit des emplois, mais elle en a créé d'autres. Elle a supprimé de la pénibilité. On a eu des gains de productivité qui, finalement, ont permis d'améliorer les conditions de travail, d'augmenter la population, d'aller vers des emplois plus productifs. Donc, finalement, les innovations jusqu'ici ont toujours produit des cercles vertueux. Alors, pourquoi les inquiétudes actuelles? Parce que les technologies contemporaines sont en mesure de réaliser des tâches de plus en plus complexes, notamment d'un point de vue cognitif, qu'elles transforment la nature des tâches à accomplir, qu'elles en appauvrissent le contenu, on perd du sens dans le travail. La technologie n'est plus seulement là pour assister l'être humain, elle peut réfléchir, elle peut apprendre, ce qui vient questionner tous les métiers. Ce qu'il faut donc penser, c'est l'impact sur les salariés des transformations du travail et la cohabitation entre humains et robots. Plutôt que de craindre l'automatisation, il faut plutôt essayer de la comprendre, d'accompagner la transformation, et c'est ce que nous allons essayer de contribuer à faire ce soir. Donc je vais laisser la parole à Guy Cavreau. Merci. Alors, vous m'avez demandé d'intervenir sur le sujet des usines sans humains. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer des faits, uniquement des faits, d'installation d'usines avec assez peu d'humains, de robots qui viennent aider les humains, et puis d'applications robotiques que peut-être vous ne connaissez pas ou que vous n'imaginez pas aujourd'hui. Donc en deux mots, donc BA System est une entreprise qui appartient à un groupe qui s'appelle B2A, un groupe français du domaine de la logistique et de la robotique.
et qui va installer dans les usines des systèmes automatisés pour effectuer du stockage automatique de charge ou du déplacement de charge. Donc nous sommes 500 personnes environ, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 millions, basé à côté de Rennes. Alors, donc comme je vous l'ai dit, une partie qui va traiter d'usines avec assez peu d'humains. Vous allez voir des usines qui ont pour certaines près de 10 ans d'existence et qui déjà sont avec très très peu d'humains. Et ces usines, on ne les voit pas, elles sont pourtant partout. Ensuite, dans une deuxième partie, on va voir comment de nouveaux robots viennent aider les opérateurs, les compagnons. On verra des cas d'application chez Airbus à Saint-Nazaire, un autre cas d'application dans le domaine du nucléaire et puis dans le domaine du BTP, qui de plus en plus, alors ce n'est pas une usine mais c'est un chantier, va utiliser des robots pour faciliter les tâches et puis pour remplacer les tâches difficiles des compagnons sur les chantiers. Et enfin, on ira voir le domaine médical et l'art contemporain, où là aussi, de nombreux robots sont utilisés pour faciliter le travail des personnes. Alors, des usines sans humains, première partie. Alors d'abord, l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire est un domaine où, de plus en plus, on voit des usines pour fabriquer de la brioche, pour fabriquer du fromage, pour fabriquer différents produits ou embouteillés, où il n'y a quasiment plus d'humains, si ce n'est les humains pour organiser la production, effectuer la maintenance. Et c'est une réalité depuis déjà une dizaine d'années. Alors, je vais vous montrer une des usines les plus automatisées d'Europe. C'est l'usine qui produit quasiment tout le gouda pour toute l'Europe. Et vous allez voir que cette usine est quasiment automatisée du début à la fin. La seule chose qu'on ne sait pas encore faire en automatique, c'est le chargement des camions. Mais dans quelques mois, de premières installations vont être réalisées en Europe dans ce domaine-là. Alors voici cet exemple. Et vous allez voir donc sur l'écran donc cette usine qui est située dans le nord de l'Europe, qui s'appelle Friesland Campina, qui est vraiment le leader du gouda à travers le monde. Donc les camions arrivent. Et l'ensemble du gouda est stocké dans d'immenses entrepôts qui permettent de faire la maturation. Il y a des lignes de production en amont. Et puis, ce sont des robots qui vont manipuler l'ensemble des fromages, qui vont les retourner. Donc, on va aller chercher les fromages dans les stocks. On va les mettre on va les amener à des zones de retournement. Des machines vont les retourner. Et ensuite, automatiquement, le stock qui est géré par des ordinateurs va identifier les goudas qui sont bons à être expédiés. Ils vont aller dans une machine qui va défaire les racks ici et mettre les produits en palettes. Et puis ensuite, ces produits vont être directement livrés à la sortie des quais, là où les camions vont arriver. Et puis ensuite, ils vont partir à travers l'Europe. On voit ici, par exemple, les départs en stock à la sortie de ligne de production. Un système de supervision informatique entièrement automatisé permet d'assurer le fonctionnement de cette usine. Et de plus en plus de systèmes comme ceci, par exemple dans la production de bouteilles de produits effervescents, sont reliés à d'autres systèmes. Et les robots vont même changer automatiquement leur batterie. Donc il n'y a vraiment plus rien à faire, ils sont entièrement automatisés et ils tournent H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Là, on voit par exemple les robots qui vont aller chercher les contenants vides sur lesquels on va aller positionner les fromages. Donc voici un premier exemple, et vous voyez, il y a d'autres robots qui vont empiler le gouda pour constituer donc c'est des robots polyarticulés jaunes qu'on a vus juste derrière, pour constituer les palettes qui sont ensuite déplacées par ces robots mobiles à la fois dans les zones d'étuve et dans les zones de séchage. Voilà ce premier exemple. Donc vous voyez que dans ce domaine, je vous vois silencieux, donc c'est pas de la science-fiction, des usines comme ça, il y en a
une quinzaine, je pense, à travers le monde. Et aujourd'hui, les nouvelles usines qui sont créées avec ce type de technologie. Autre exemple qui va mobiliser beaucoup de robots, c'est l'industrie papetière. Ici, une usine de production de papier, qui est une usine qui produit quasiment tout le papier journal pour l'Europe. Et dans cette usine de papier, on va partir du bois, elle est située dans les Vosges, c'est un groupe du nord de l'Europe. Et ensuite, on va sortir des bobines de papier et on va les stocker. On va voir également un film, là aussi, de ce type d'application de stockage. C'est un groupe qui s'appelle Norske Skog, avec 12 robots mobiles qui assurent en continu le stockage et le déstockage de bobines de papier. Et en amont de ce stockage, il y a une usine de production qui a un niveau de production très très important. On est à presque plus de 600 000 tonnes de papier par année, hein, ce qui est colossal. Hein. Et puis, depuis 2012, cette usine va va produire le papier, va déplacer les bobines et stocker. Alors, je crois qu'il y a dans l'usine entre 300 et 400 personnes seulement qui vont assurer toute la production de ce type de papier. Alors on continue. Et on est ici alors dans un exemple que j'aime bien puisque c'est un industriel vendéen de l'agroalimentaire. Et alors lui, il a une démarche qui est très intéressante, c'est qu'il a mis les humains sur le produit. Donc là où, quand il fabrique ses pizzas, ses concurrents mettent des robots pour fabriquer les pizzas, lui, il met des humains parce qu'il veut que le produit ait la meilleure qualité. Là où les concurrents mettent des caméras pour contrôler, lui, il met des yeux humains pour contrôler. En revanche, cet industriel a décidé d'automatiser tout ce qui n'était pas rentable, tout ce qui n'était pas avec de la valeur ajoutée dans l'usine. Et donc, c'est assez simple, il produit des sandwichs, donc il a une usine de sandwichs, il produit des salades, juste à côté d'une usine de salades, il produit des pizzas, une usine de pizzas, et puis ensuite, il y a un centre logistique qui permet d'évacuer à travers toute la France ces produits. Et donc, on a équipé les usines à sandwich avec des petits robots mobiles, les usines à pizza, et là, très récemment, nous avons mis en place un robot qui va de la sortie des usines, où il y avait des camions, vers l'unité logistique. Alors c'est un robot qui déplace des charges de 12 tonnes, il s'appelle Gaston, vous voyez son nom, et si vous passez à côté de Saint-Georges-de-Montaigu sur la route, vous allez voir de jour et de nuit ce robot se déplacer, donc il se déplace sur la route, alors c'est une route privée, et il est capable de prendre des ronds-points, d'interagir avec des camions, etc. Donc vous voyez ici une usine qui est parmi les usines les plus automatisées dans l'agroalimentaire pour tout ce qui est transport de charges. En l'occurrence, c'est des palettes. Alors après ces premiers exemples d'usines de production, on va voir des robots qui aident les hommes. Et c'est assez nouveau. Il y a, je pense, moins de 5 ans qu'on a vraiment ces robots en production. Et donc, on va déjà voir un premier exemple avec l'usine Airbus à Saint-Nazaire. Et à Saint-Nazaire, on fabrique des tronçons centrales d'avions. Et notamment, est fabriqué un avion qui s'appelle l'A350, qui est constitué pour moitié de composites, notamment en fibre de carbone et autres composites, et d'aluminium, comme tous les avions. Et dans cet avion, on voit ici la vue intérieure de l'A350, eh bien, on a des robots qui sont en coactivité, et des hommes vont effectuer les tâches les moins pénibles, et puis les tâches les pénibles ou répétitives vont être réalisées par un robot. Alors ce robot, il s'appelle Asimov, du nom du projet qui l'a vu naître, et il est actuellement en cours de test. Il a été développé au sein de l'IRT Jules Verne à Nantes, en partenariat avec l'IRT, l'Université de Nantes,
et puis différents acteurs. Donc on voit ici le travail de pose de dalles en fibre de carbone dans la 350, et on voit le robot qui vient effectuer les tâches notamment de serrage, donc qui sont assez répétitives. Et puis le robot va permettre également de faire ce qu'on appelle en ingénierie du mesurage. Il va mesurer des couples et il va renvoyer la valeur de ces couples à un système central. Donc le robot a été développé avec différentes technologies et testé en amont dans les unités d'Airbus à Nantes, puisque les centres de recherche d'Airbus étaient à Nantes. On voit ici le système d'asservissement visuel qui est mis en œuvre sur ce robot. Et puis ensuite, il rentre dans l'avion. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que tous ces robots qui travaillent en coactivité sont souvent en relation, vous voyez, avec un opérateur à côté qui va permettre de programmer un certain nombre de tâches, il va vérifier que tout va bien, et puis ensuite, on continue. Deuxième exemple de robots qui aident les hommes. Alors ça, c'est une technologie qui est toute nouvelle. Ça s'appelle des cobots. Alors, qu'est-ce qu'un cobot? C'est un système qui interagit avec un être humain. Alors, vous allez tout de suite voir de quoi il s'agit. Donc, c'est un système qui a été co-développé à partir de brevets du CEA, Commissariat à l'énergie atomique, et puis différents acteurs, différentes entreprises, des PME françaises, que ce soit Akeoplus, Arcure et Sarrazin. Alors, on va voir ce qu'est un cobot. Alors, vous voyez, dans cette tâche, on a nécessité de déplacer une pièce qui fait autour de 40 kg. Et on voit ici Cyril qui va déplacer cette pièce. Et en fait, cette pièce, elle n'a pas de masse. Et le robot est complètement transparent et il va suivre une trajectoire. Et donc, le cylindre que vous voyez ici, on va devoir l'introduire dans la pièce orange qu'on voit ici. Et donc, il y a un système dans le cobot qui va guider le positionnement. Et donc, c'est un cobot qui a été développé pour les besoins d'une entreprise qui fabrique des produits navals, enfin des produits dans le domaine naval, et cet outil va permettre de positionner des pièces lourdes en hauteur pour faciliter le travail des opérateurs. Donc là, le robot va aider et va permettre de coopérer avec l'être humain. C'est tout nouveau, hein, c'est sorti il y a quelques mois. Et enfin, dernier exemple de robots qui aident les hommes, c'est des robots qui ont été développés pour le compte du groupe Bouygues. D'ailleurs, ce robot s'appelle Robi, comme robot Bouygues. Et aujourd'hui, Bouygues, dans de nombreux chantiers, va utiliser des robots, principalement pour réduire les tâches difficiles. Notamment, ici, c'est un robot qui est intervenu, on va le voir juste après, pour percer des trous dans une piscine. Et ce robot va également permettre, on voit ici l'EPR de Flamanville, et donc l'EPR de Flamanville, hein, c'est un cylindre, il y a un réacteur au milieu, et au-dessus, il y a un dôme. Et donc le dôme est relié au cylindre par des vis, et compte tenu de la criticité en cas de problème de la centrale nucléaire, on doit garantir le perçage au bon diamètre, au bon angle, et donc ce robot a été utilisé, au lieu d'avoir des gens qui sont dans le vide pour percer, pour faire tous les trous autour de l'EPR de Flamanville. Et la première application de ce robot, eh bien, c'était une application dans une piscine industrielle à Roissy-Charles de Gaulle. Et Robi a donc réalisé automatiquement des perçages, sachant qu'on était ici au mois de juillet, en plein soleil, avec, je crois qu'il y avait 11 000 trous à percer en quelques semaines. Et donc la solution technique a été choisie de mettre en place ce type de solution. Donc un robot qui est, on va dire, semi-automatique dans ses applications, et puis qui va aller réaliser des perçages. Voilà sur ces trois exemples de robots. Et puis, simplement, pour donner un peu de perspective, quelques autres robots qui sont utilisés dans d'autres domaines, et notamment des robots ici qu'on utilise dans le domaine de la chirurgie. Alors, vous voyez, c'est des robots qui sont destinés à prendre des images dans les blocs opératoires.
On produit environ 100 robots comme ça par an, et la plupart des gens à qui on pose des stents cardiaques sur les coronaires, etc., derrière, il y a ce type de robot qui permet de déplacer les systèmes de rayons X autour du patient. Et ce sont les mêmes technologies que les technologies qui sont utilisées dans le domaine de la robotique. Donc ça, c'est un produit qu'on produit pour le compte de General Electric, qu'on a développé. Également des robots, celui-là il est en développement, dans le domaine de la rééducation fonctionnelle, projet collaboratif développé avec le centre de Kirpap et le CHU de Rennes, qui est actuellement en phase d'industrialisation et qui permet de faciliter le travail des rééducateurs grâce à différentes technologies robotiques, notamment des technologies issues des laboratoires du CEA et de l'Université de Nantes. Et puis enfin, un domaine où la robotique est très en vogue, eh bien, c'est l'art contemporain. Et dans l'art contemporain, de plus en plus d'artistes, notamment ici l'œuvre de Céleste Boursier-Mongenod à la Biennale de Venise 2015, où 3 robots mobiles se déplaçaient en fonction du mouvement du métabolisme des arbres. Et donc vous voyez que même dans le domaine artistique, aujourd'hui, les technologies robotiques des usines glissent vers l'art. Voilà, j'ai été un petit peu plus long. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Guy. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une étude de France Stratégie met en évidence que les emplois qui vont perdurer sont ceux qui mobilisent plutôt des compétences relationnelles et d'empathie, comme ceux des soignants, avant-dernier exemple, ou bien les emplois artistiques et créatifs, avec la dimension art. Et ce qu'on voit, c'est que dans ces cas-là, le robot ne va pas remplacer l'humain, mais qui vient vraiment en support et en accompagnement. Alors, je vais passer la parole à Olivier Coussy. Les robots veulent bien, non ? Tiens. Bonsoir. Donc, effectivement, on a vu là un robot un projet robotique qui s'appelait Asimov. Asimov, c'est la référence pour les thésards en robotique. Quel thésard en robotique n'a pas mis une citation d'Asimov, et particulièrement, je vais y arriver, les fameuses 3 lois de la robotique qui, en fait, en sont 4, puisque Asimov a intégré à la fin de son œuvre la loi 0, qui est la loi qui permet d'enchasser les 3 autres lois et qui définit une certaine éthique des robots. Pour autant, depuis quelques années, il y a bon nombre y compris d'admirateurs ou de grands passionnés de l'œuvre d'Asimov qui remettent en cause un petit peu la pertinence, voire la dangerosité, et qui s'interroge sur la dangerosité de ces 3 lois qui ne suffisent pas, en fin de compte, à encadrer ce que peut être la robotique. Et on a vu que là, ça peut faire peur quand même, malgré tout. Une usine sans humain, c'est assez anxiogène, je trouve, enfin, pour ma part. On verra du point de vue RH ce qu'on peut dire. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres chercheurs qui ont très récemment, notamment Andrake, qui est représentante d'une association de chercheurs en robotique dans la Silicon Valley, qui a proposé, là par contre, une autre approche des lois de la robotique, et qui en propose 5, et qui, en fin de compte, sont plus des lois qui vont vers un côté managérial, sociétal, même si c'est pas complet, où là on va avoir, en fin de compte, un regard autour de l'utilisation, un regard critique sur l'utilisation de la robotique, sur la protection de la vie privée, sur la fiabilité, la vulnérabilité éventuelle, et puis la responsabilité, qui sont en fin de compte les vrais problèmes éthiques que pose la recherche en robotique et qui peuvent se poser aux roboticiens. Et c'est pour ça que, sur le fondement de ces nouvelles lois, en fin de compte, on a d'autres... c'est pas facile quand on n'a pas de table. Pardon. Là, ça devient très compliqué. Je vais avoir j'ai besoin d'un robot qui me permettrait d'arriver là. On a encore besoin des humains, c'est ça.
même pour faire des blagues, il paraît, hein, parce que l'objectif d'une présentation, c'est toujours de faire une blague. Et donc il y en a une sur les robots, c'est un robot qui va dans un bar, il dit « servez-moi quelque chose pour me détendre », et on lui sert un tournevis. Mais bon, alors le jour où on arrivera à faire des blagues robotisées, peut-être qu'on y arrivera. Jacques Boucher est content, j'ai réussi mon pari. Elle est pas mal, celle-là, quand même. Hein. Mais est-ce qu'un robot arriverait à cette subtilité? On ne sait pas. Hein. En fin de compte, il y a quand même malgré tout 4 bonnes raisons d'avoir peur des robots. Et c'est un anthropologue du CNRS qui s'appelle Emmanuel Grimaud qui nous donne ces 4 bonnes raisons d'avoir peur des robots et qui ne sont pas si anodines que ça. D'une part, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. Sous réserve qu'ils aient vraiment une tête, en fait. Hein. Mais par la tête, c'est ça. Même s'il n'y a pas une apparence d'humanoïde, il y a une humanisation par les utilisateurs des robots, y compris des robots informatiques, qui en font une des sortes d'alter ego. Et ça pose un premier problème. D'autre part, ils considèrent que les roboticiens ne sont pas dans le camp des humains. Et effectivement, il y a une course en avant de la technologie qui est rarement mise en cause par les roboticiens, qui ne se pose pas forcément des problèmes éthiques au regard de la logique économique qui va derrière, puisqu'on voit qu'effectivement, il y a un souci d'être au service d'une productivité qui est justifiée par l'économie. Et en fait, on complexifie assez grandement le rapport au robot, alors qu'on n'a pas forcément besoin de voitures robots, par exemple. Moi, j'aime bien conduire, au bout du compte. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir une Tesla automatique qui, en plus, pourrait tuer quelqu'un, enfin un cycliste qui passe. Quoi. Le troisième point, c'est que les humains deviennent les cobayes, en fin de compte, des robots. Et c'est plus l'inverse. Et ça, c'est une réflexion qui est assez intéressante parce que, en fin de compte, on cherche à nous vendre des compagnons, éventuellement, qui sont des compagnons qui sont des compagnons artificiels, mais qui, au bout du compte, vont faire de nous les cobayes de leurs propres activités sans se poser d'autres questions sur la relation homme-machine. Et puis aussi, on devient tous des robots. Puisque, en fin de compte, même si 5% de la robotique est une robotique humanoïde, on est quand même, encore une fois, dans une logique de conception de robots compagnons qui est très humanisante. Les roboticiens, de ce point de vue-là, cherchent à faire de l'homomorphisme, au bout du compte, et sans avoir, comme si on devait avoir une empathie avec notre robot compagnon, alors qu'il pourrait tout simplement être un outil de plus au service. Et là, c'est le rapport au tournevis qui revient, quoi, en fin de compte. La question qu'on pourrait se poser, c'est que quand même, il y aura un peu de quoi s'inquiéter, puisqu'en France, on n'arrête pas d'avoir des discours nous disant qu'on n'est pas assez robotisé. Véronique nous le disait tout à l'heure. C'est un véritable paradoxe, parce que comme on a un système fiscal et social qui ne privilégiait pas forcément le travail, on devrait être beaucoup plus robotisé. Et au bout du compte, on a 132 robots pour 10 000 salariés, quand l'Allemagne en a 3 fois plus, et ça nous situe malgré tout au 14e rang mondial. C'est nettement au-dessus de la moyenne, et on est devant la Suisse. Là encore, c'est contre-empirique, mais on est devant la Suisse en termes de robotisation. Mais ces chiffres cachent en fin de compte une réalité qui est beaucoup plus complexe, puisqu'on a une massification de la robotisation dans certains secteurs, l'automobile par excellence, où là on est à 980 robots pour 10 000 salariés, contre 1200 en Allemagne. Donc là, il y a un écart, mais il est beaucoup moins important que l'écart moyenné. Alors que dans le reste de l'industrie, là, la moyenne chute et on est plutôt à 75 robots pour 10 000 salariés contre 170 en Allemagne ou 126 en Italie. 2 raisons qui peuvent expliquer cela. D'une part, on a un tissu d'entreprises assez petites, atomisées, avec des faibles moyens comparativement au modèle allemand et italien, où on a plutôt des entreprises de taille intermédiaire. Et donc l'investissement en capital est difficile à réaliser et concerne plutôt des productions gros volume qui justifie la rentabilité d'une telle acquisition. Et puis d'autre part, un modèle de la production française qui, plutôt que de s'insérer dans un modèle où on assemble dans le pays pour privilégier un modèle d'exportation fort comme l'Allemagne ou l'Italie, on a préféré des solutions de délocalisation dans des pays plutôt bas coût, y compris de l'assemblage, et qu'aujourd'hui, on a un paradoxe, c'est qu'on a du mal à pouvoir rapatrier tout ça, puisque relocaliser supposerait robotiser, en fin de compte, encore plus, pour pouvoir être performant. Et donc, ce choix de la robotisation n'a pas été fait. Bon, pour autant, moi, je
je ne pense pas que la robotisation soit une menace pour l'emploi, même si on a vu, et là c'est le chercheur en management public maintenant qui s'exprime, que, y compris dans les débats de la campagne électorale de l'année dernière, certains candidats, Benoît Hamon pour ne pas le citer, proposaient, outre le revenu universel, qui est peut-être une évolution du contrat social qu'on peut avoir, dû à l'automatisation de la société, il proposait aussi une taxe sur les robots. Mais alors que la conséquence de cette taxe, est-ce qu'elle ne serait pas contre-productive par rapport à une amélioration du PIB français, compte tenu du fait qu'il faudrait relocaliser pour pouvoir amener de la valeur en France? Et ça, en fin de compte, ça irait quand même à l'encontre de la logique qui veut que, et ça, 2 chercheurs d'Oxford l'ont bien démontré, Frey et Osborne, qu'en fait on a une courbe en U et que la robotisation conserve plutôt la partie milieu et pas les parties où il y a le plus de personnes sur l'échelle des compétences. Les emplois à faible compétence, très répétitifs et très compliqués pour le squelette, la musculature. Et puis la deuxième partie qui est les emplois à forte valeur ajoutée intellectuelle, où là la robotisation a beaucoup moins de sens. Et donc on n'a pas encore vu de robotisation non plus dans les services à la personne, où on peut avoir de robotisation pour aider les individus qui travaillent dans ce métier-là, mais absolument pas pour se substituer, parce que là, on a quelque chose de très sensoriel à assumer. Là encore, ça pose un peu plus largement la question de l'innovation, que Schumpeter a traité depuis très longtemps, et nos amis économistes qui sont là le connaissent bien, mais la question de fond qui va rester, c'est est-ce qu'on est complémentaire ou substituable ? Et là, de ce point de vue-là, il va falloir répondre à ces questions qu'un économiste nous disait, c'est êtes-vous assez bon pour travailler avec des machines intelligentes ou non? Vos compétences sont-elles un complément aux compétences de l'ordinateur, ou l'ordinateur fait-il ça mieux que vous, en fait? Êtes-vous en compétition avec l'ordinateur, ou est-ce que les ordinateurs vont aider les gens des pays en voie de développement, des pays dits low cost, à entrer en compétition avec vous? Et si on résout ces problèmes-là, peut-être qu'on pourra mieux se positionner. Bon, moi, je suis plutôt positif et optimiste de nature, et je rejoindrai plutôt Marc Andreessen, qui est un cofondateur de Netscape, et qui, lui, pose plutôt la problématique de la créativité, et qui dit, en fin de compte, les robots ne vont pas créer du chômage, ils vont au contraire déchaîner notre créativité, et soutenir l'idée qu'énormément de gens n'auront pas de travail parce que nous n'avons rien à leur proposer, ça reviendrait à parier contre la créativité, et là, ça viendrait annihiler le potentiel de la société, et il dit qu'il a toujours plutôt préféré regarder ça. Et c'est peut-être là, en fin de compte, et je conclurai, Véronique, pour tenir les 5 minutes, et c'est peut-être là, en fin de compte, que le chercheur en management, en gestion, il doit apporter sa contribution aux fameuses lois, 3 lois d'Asimov, ou 4, ou les 5 lois de l'australienne, c'est qu'il devrait, en fin de compte, être capable de faire des propositions managériales qui permettent à l'éthique de la robotique de ne pas nuire à la créativité, de telle sorte à ce qu'on ne devienne pas l'apanage de machines qui sont complètement déshumanisées. Merci Olivier. Alors Olivier, de par sa double casquette en robotique et en gestion, s'est accordé un double temps de parole. Donc on va laisser la parole maintenant, donc après la transition entre la robotique et l'économie et la gestion, on va passer la parole à Sébastien Mailloux, donc sur la dimension juridique. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Je me sens un peu esseulé parmi tous ces techniciens. Mais bon, alors là, vous vous dites, voilà le juriste, voilà le moment barbant, c'est là où on n'écoute pas. Eh bien oui, j'ai pas de PowerPoint, rien de visuel. Donc, il n'y aura que ma voix. D'accord ? Alors, plus ou moins douce, bien entendu. Alors, quand Véronique m'a proposé le sujet, j'étais assez surpris dans la mesure où on parle d'usine sans humain, ça veut dire usine sans salariés, ça veut dire pas de droit social, pas d'application du code du travail, pas d'application du code de la sécurité sociale. Donc je me suis dit l'intervention va être vite réglée et c'est une très bonne chose. Mais alors ensuite, en y réfléchissant un peu quand même, je me suis dit ce qui pose difficulté plutôt c'est l'introduction de la robotisation, de l'automatisation dans des usines où justement il y a des humains déjà qui effectuent les tâches. Et là-dessus, je vais vous raconter une histoire. Vous voyez, je ne suis pas si barbant que ça.
C'est un bon teasing, mais... Alors, vous allez voir. Enfin, je vais vous raconter plutôt un dossier. Un dossier un peu malheureux qui date d'il y a à peu près 1 an et demi, où un client vient nous voir en nous disant « écoutez, je viens d'avoir un accident du travail ». Alors, c'était dans une structure de découpe de viande. Une structure assez importante où on était sur un espèce de travail à la chaîne avec une découpe de viande à la chaîne effectuée par des humains. Et il y a certains postes, on le savait, le médecin du travail avait insisté sur ce point-là, où il y avait des risques. Des risques et plusieurs fois, il y a eu des petits accidents jusqu'au gros accident de l'an dernier où un salarié s'est vraiment coupé une main, complètement. C'est poser la question de savoir, alors, outre le fait du traitement du dossier du côté de l'accident du travail, est-ce qu'on ne devait pas automatiser cette chaîne-là de production? Alors le client est venu nous voir en nous posant la question. Alors forcément, on pense de manière positive pour le salarié. Qui dit automatisation, dit moins de risques, moins d'accidents du travail, de maladies professionnelles et surtout, vous avez insisté plusieurs fois, moins de pénibilité. Et c'est vrai que quand on regarde les critères de pénibilité, vous savez qu'ils ont été mis en place avec la loi sur la retraite en 2012. Alors on ne parle plus de critères de pénibilité depuis les ordonnances Macron de septembre, on parle de risque professionnel. Quand on regarde les 10 critères de pénibilité, eh bien quasiment tous les 10 critères, alors je peux vous les citer, c'est le bruit, les températures extrêmes, travail de nuit, travail en équipe successives alternantes, activité exercée en milieu hyperbare, travail répétitif. Finalement, on pourrait substituer des robots à toutes ces activités-là qui sont pénibles pour les salariés. Donc l'idée de pénibilité était quand même sous-jacente derrière cette automatisation. Mais en creusant un peu plus, on s'est dit, mais que faire des salariés sur la chaîne de production? Il y avait quand même 15 salariés. Alors, que faire de ces 15 salariés? Forcément, la première idée est de repositionner les salariés sur d'autres postes. Mais là, il y a quand même des problèmes juridiques qui se posent. Ça va peut-être être là le moment barbant. Pourquoi? Parce que là, vous touchez quand même à la fois aux compétences des salariés, à la fois à l'activité des salariés et parfois à la qualification du salarié. Là, quand vous regardez la jurisprudence, il faut son accord. Alors, et impérativement. Donc, on se tourne vers les 15 salariés en disant, on va automatiser, est-ce qu'on a votre accord éventuellement pour faire évoluer votre emploi? Sur les 15, il n'y en a que 5 qui nous répondent oui. 10 autres nous répondent non. Alors, sur les 5 qui répondent oui, finalement, ce n'est pas très compliqué, on a leur accord, mais derrière, il faut quand même faire évoluer leur emploi et donc mettre en place une formation. L'employeur doit mettre en place une formation. Alors ça peut s'inscrire dans un plan de formation, etc. C'est relativement simple, mais ça a quand même un coût pour l'employeur. Et pour les 10 autres salariés, on s'est posé la question. Comme on ne peut pas passer outre leur consentement, il n'y a qu'une possibilité, c'est d'aller vers le licenciement. C'est bon, je ne suis pas trop long. D'aller vers le licenciement économique. Pourquoi ? Quand vous regardez le licenciement économique, en France, il y a 4 causes de licenciement économique. Et il y en a une qui est intéressante, c'est la mutation technologique. Et cette notion de mutation technologique est très largement utilisée en droit. Alors, cette mutation technologique, elle a été introduite dans les années 80, dans le Code du travail, très justement parce que dans le monde de l'automobile, il y avait une forte robotisation et il y avait un besoin de licencier. Et donc, cette cause-là a été introduite par le législateur. Et quand on regarde la jurisprudence, c'est relativement intéressant parce que l'automatisation des tâches justifie la cause de mutation technologique. C'est-à-dire qu'on peut licencier sans démontrer qu'on a des difficultés économiques, un besoin de sauvegarde de la compétitivité, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Alors le problème, c'est que quand vous basculez sur le licenciement économique, alors là, vous rentrez dans l'armada du grand licenciement, et je peux vous garantir, sans vous détailler la procédure de licenciement économique, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Et forcément, dans notre cas, on a eu une opposition de qui ? Des syndicats, bien entendu. Alors,
alors le projet finalement a capoté. D'accord ? Il n'y a pas eu d'automatisation. Et jusqu'encore aujourd'hui, on est toujours sur des chaînes de production répétitives avec des risques avérés. Alors pourquoi le projet a capoté ? Parce que on n'a pas associé suffisamment à la fois les syndicats et à la fois les institutions représentatives du personnel. Et quand vous regardez dans le Code du travail, vous avez quand même des outils qui vous permettent de faciliter l'introduction de nouvelles technologies. Alors vous avez un outil qui est très intéressant, qui permet d'anticiper assez fortement, eh bien, c'est ce qu'on appelle la GPEC, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors c'est un accord collectif, passé avec les syndicats, qui permettent, on va dire, de regarder sur les 5-10 ans à venir, éventuellement à faire évoluer certains postes, certains salariés, à mettre en place des mobilités internes dans cette hypothèse-là. Et comme vous êtes associé avec les syndicats sur la mise en œuvre, forcément, eh bien, l'évolution des postes pour les salariés est beaucoup plus simple. Et puis, une autre erreur dans ce dossier-là, c'est que dans la mise en œuvre de l'automatisation, eh bien, l'employeur n'a pas souhaité être associer les IRP. Donc, en l'occurrence, on était en face d'un comité d'entreprise et d'un CHSCT, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Vous savez, ils vont disparaître. Le tout va être fusionné vers le comité social et économique. Eh bien, ces IRP doivent être associés au moment de l'introduction, étant donné qu'elles doivent être informées et consultées et peuvent bloquer des projets. Et quand vous regardez, notamment en termes d'outils offerts à ces IRP, eh bien, notamment pour le CHSCT et pour le CSE, le Comité social et économique, il y a une possibilité d'avoir recours à un expert en nouvelles technologies qui évalue, avant la mise en œuvre, le projet de l'employeur. Alors cet expert a un coût, l'expert est extrêmement cher. Alors avant les ordonnances Macron, cet expert était intégralement payé par l'employeur. Depuis les ordonnances Macron, l'expert est payé 80% par l'employeur, 20% par le CSE ou le CHSCT. Donc, et ça a été là l'erreur, à mon avis, de ne pas associer suffisamment les institutions représentatives du personnel dans la mise en œuvre de l'automatisation de ma chaîne de production. Donc vous voyez que l'automatisation, pour conclure, a un impact à la fois sur le contrat de travail, mais a un impact également sur les relations collectives, et l'association des syndicats et des IRP est essentielle. Et donc, on trouve quand même dans les lectures juridiques quelques articles sur le souci d'automatisation. Vous voyez, il y en a un récent là, qui date de mars 2018. Eh bien, l'auteur a intitulé son article « L'intelligence artificielle et le droit du travail ». Alors, vous voyez, une nouvelle odyssée de l'espèce. Vous voyez, on est quand même assez rigolo comme juriste. Donc, je m'arrêterai là. Je pense que j'ai tenu à peu près mes 5 minutes. 10. Ah bon, excusez-moi. C'est impossible. On demande 5 pour être sûr d'avoir 10, donc merci beaucoup. Donc merci Sébastien pour ces éléments hyper concrets où on voit la réalité de l'automatisation dans les entreprises. Et donc je vais passer la parole à Florence Laval pour l'impact sur la fonction RH de cette automatisation. Merci beaucoup Véronique. Alors, donc, je suis chercheur en gestion et les chercheurs en gestion s'intéressent aux questions de performance organisationnelle, d'efficience, d'efficacité. Alors, l'une des questions est de savoir si la fonction ressources humaines est utile à l'organisation dans cette perspective. Donc, ce que l'on aimerait savoir, c'est quel est le rôle de la fonction ressources humaines dans une usine sans humain. Alors, il y a une ambiguïté évidemment dans cette question, peut-être même un paradoxe. Une fonction qui gère les humains dans une usine où ce sont les robots qui font le travail, évidemment, c'est un problème. Alors, on peut dire que... On peut avancer. Il n'y a pas le fait. Si ? Non, mais tu... voilà. Tu peux...
Donc, en fait, on peut déjà dire, et ça on l'a déjà évoqué, que l'utilisation de robots, par exemple, pour peindre les voitures dans l'industrie automobile, est plutôt un progrès, parce qu'évidemment, c'est une activité qui comporte des risques pour la santé, qui peut provoquer des maladies professionnelles. Donc, voilà un petit peu le premier point de vue qui me semble être important de rappeler. Alors, je vais prendre un exemple. L'exemple de l'entreprise Sotubema, c'est une PME de 48 personnes, qui est une entreprise qui fabrique et qui commercialise des éléments préfabriqués en béton. Alors, auparavant, 4 ouvriers donc, se relayaient pour prendre et reposer sur des palettes des pièces de béton avec des poulies, avec un système de poulies, sachant que ces blocs pouvaient peser jusqu'à 300 kg. Donc, c'est un travail en plus qui constituait un goulot d'étranglement. Depuis 3 ans, c'est un robot qui assure la tâche et une seule personne suffit pour piloter ce robot. Donc finalement, on peut traiter autant de pièces, voire davantage qu'avant. Et les 3 autres ouvriers ont été réaffectés, alors j'espère sans difficulté, sans difficulté juridique, vers des tâches moins physiques et donc moins risquées. Et il s'agit ici de mobilité interne. Nous sommes dans une petite entreprise de 48 personnes, donc à plus grande échelle, on peut imaginer que le DRH aurait combiné mobilité interne et mobilité externe. Je précise que le robot coûte 80 000 €, et en plus qu'il y a eu une subvention pour l'achat de ce robot, donc c'est un coût qui est très rapidement rentabilisé. Alors, le contexte, on a bien compris qu'ici, le contexte, c'est celui d'une décision stratégique. Et c'est une décision qui impacte l'activité de l'usine au sein de laquelle des investissements ont été réalisés, ainsi qu'une restructuration. Donc, nous savons en tant que chercheur qu'en vertu de la théorie de la contingence, eh bien, le champ d'action de la fonction des ressources humaines est déterminé par le contexte. Ce phénomène, c'est l'alignement stratégique. Donc, notre question devient, dans ce contexte d'investissement et de restructuration, que doit-on attendre de la fonction ressources humaines ? Alors, je vais m'empresser de répondre, évidemment, spontanément, je vais vous dire, on attend qu'elle s'aligne, évidemment, c'est vraiment l'idée. Mais quand même, en tant que chercheur, eh bien, je suis quand même en droit de penser qu'il pourrait y avoir une rupture, une sorte de rébellion. Donc, en langage théorique, on appelle ça une réponse au paradoxe organisationnel. Donc, c'est vrai qu'une usine, elle est à la fois capable et incapable de s'adapter, sinon aucune usine ne fermerait. Et pour la fonction ressources humaines, c'est la même chose. La fonction ressources humaines, en fait, elle est écartelée entre l'économique et le social, entre l'humain et la procédure désincarnée et pourquoi pas automatisée. Donc, la fonction ressources humaines, pour sortir du paradoxe, ne peut-elle pas se reconfigurer? Et dans ce cas, quelles sont les pratiques émergentes? Donc, pour récapituler, je vais répondre à cette question en 2 temps. Je vais d'abord parler des invariants, et puis, donc, je vais présenter... Hop, voilà. Et puis ensuite, je parlerai des impensés. Et chaque fois, je m'appuierai sur 3 repères de l'action de la fonction ressources humaines, c'est-à-dire finalement dans quel contexte elle évolue et quelle est la politique LRH qu'elle met en place, quel est son positionnement, qui fait quoi, où est-elle située, et quels sont les moyens, les dispositifs, les outils qu'elle crée et qu'elle utilise. Alors, premier point, les invariants. Alors, j'aimerais donc commencer par 2 réflexions liminaires qui s'appuient sur l'historicité du phénomène étudié. Donc, tout d'abord, eh bien, j'avais envie de dire que les... On peut avancer. Voilà, merci. J'avais envie de dire que les usines sans humains existaient déjà. Elles existent depuis longtemps. Parce que finalement, il y a des processus de production en continu, dans l'industrie gazière, pétrolière, même dans le nucléaire. En fait, on ne fait que surveiller des installations. Et j'ai en tête l'usine de Mel. Je ne sais pas si vous connaissez cette usine. Avant, c'était une usine Rhône-Poulenc, et puis ensuite Rhodia, et puis plus récemment... Danis, et puis Solvay, plus récemment. Donc, c'est 1050 hectares, l'usine de Mel. 1050 hectares, et ça produit entre 15 000 et 18 000 tonnes de diphénol. C'est un produit chimique qui donne le goût artificiel de vanille. Et ça produit aussi des dérivés du guar, c'est le E412. Alors, donc, eh bien, il faut savoir qu'il n'y a que 150 salariés qui travaillent sur ce site, et il y en a déjà 25 qui travaillent dans les bureaux,
Et donc, finalement, les autres travaillent en 5-8, c'est-à-dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, inutile de vous dire qu'on en croise très peu. On en croise très peu quand on va se promener. Donc, voici des photos, d'ailleurs, de cette usine. Il y en a deux autres. Voilà ce que c'est que cette usine. Donc, c'est pas nouveau. Voilà pourquoi je dis qu'il y a des invariants. Deuxième réflexion, l'usage de robots, finalement, n'est que le prolongement de l'automatisation et avant elle de la mécanisation du travail en usine. Et là, j'aimerais vous parler de Merlin-Gérin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais bon, c'est ancien, de l'opération 1000 pour 1000. Alors, c'est très ancien, ça date de 1984. L'opération 1000 pour 1000. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agissait de faire acquérir aux salariés des compétences nouvelles qui étaient rendues nécessaires par des investissements et puis par l'évolution de la production. Et donc, les salariés de l'électromécanique devaient être mutés dans le domaine de l'informatique industrielle avec l'arrivée de machines à commande numérique. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné et l'entreprise, évidemment, s'est empressée d'aller recruter des gens déjà formés. Et finalement, il y avait un écart entre les emplois supprimés et les nouveaux emplois qui limitaient évidemment les chances de réussite des reconversions. Donc ici, toute la culture d'expérience est perdue. Donc c'est plutôt un mauvais souvenir. Alors, donc, les invariants du contexte dans lequel est élaborée la politique RH, eh bien, c'est finalement une sorte de taylorisme, de néo-taylorisme ou de taylorisme augmenté. C'est l'usine 4.0, mais c'est quand même toujours du taylorisme. Et en plus, le prix des robots, pour un robot de plus en plus petit, flexible, connecté, le prix du robot diminue. Donc, bon. Par exemple, chez Safran, il y a un programme de recherche sur la cobotique. Et dans ce programme de recherche, regardez, il y a un roboticien, un ergonome et un cogniticien. Et donc finalement, il n'y a pas de DRH, il n'y a pas de professionnel de la fonction RH dans ce projet-là. Bon. Donc le taylorisme augmenté, en fait, c'est une usine qui est repensée pour un environnement de travail optimisé, une usine qui répond aux exigences du business avec évidemment des cycles de développement réduits, des gains de productivité, une maîtrise accrue de la qualité. Mais évidemment, les gains de productivité ont des conséquences. Et avec les gains de productivité, eh bien, il faut moins d'heures de travail, donc moins de salariés pour produire autant, voire plus. Donc on s'approche de plus en plus de l'usine sans humain, avec des lignes de production de machines autonomes, capables d'enchaîner des phases d'usinage en continu avec un minimum d'intervention humaine. C'est ce que nous avons vu ensemble. Donc finalement, la politique RH dans ce contexte est idéalement une politique parfaitement alignée sur la stratégie industrielle et cela n'a rien de nouveau pour les professionnels RH. Alors le positionnement, c'est un positionnement évidemment qui est proche de la direction générale. La fonction ressources humaines est répartie entre le siège et les établissements et en usine, les activités sont souvent partagées avec le contrôleur de gestion. Quels sont les outils et les dispositifs dans ce contexte? Eh bien, Sébastien vient d'en parler, la GPEC. Je dirais que la GPEC, c'est une gestion prévisionnelle, à la fois quantitative et qualitative. Quantitativement, on sait que le nombre d'emplois cibles sera sans doute en baisse, mais il faut essayer d'anticiper la baisse. Il faut évidemment ici prendre cette responsabilité que d'évaluer les besoins et les ressources de l'organisation. Et qualitativement, on aura la charge évidemment de définir les profils de l'usine 4.0, les profils dont l'usine 4.0 aura besoin. Et on va demander au DRH de réfléchir au poste, de réfléchir au nouveau rôle de l'opérateur. Un opérateur qui travaille devant de grands écrans avec une tablette, qui contrôle les machines pendant que les machines finalement travaillent en relative autonomie. Alors les missions donc traditionnelles du développement RH conservent toute leur importance. Par exemple, il faut renouveler l'effectif, préparer des plans de formation, promouvoir la mobilité et recruter, évidemment. Alors, deuxième vision, les impensés du rôle de la fonction ressources humaines. Alors, je me dépêche, j'ai 3 points à voir. Donc, finalement, ce que l'on peut dire, c'est qu'autour de nous, on entend beaucoup de discours incantatoires. Ce serait une situation nouvelle,
réellement ou faussement nouvelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelquefois, elle est réputée révolutionnaire, disruptive. Alors c'est vrai que pour les consultants, ça génère de l'activité de conseil, c'est intéressant. Mais finalement, cela crée un sentiment d'urgence. Et aussi, on sent des contradictions dans les pratiques managériales, parce qu'il y a encore beaucoup de pratiques managériales qui sont encore fondées sur la planification et sur le contrôle des tâches. Donc finalement, pour donner du sens à cette transformation, les acteurs de l'organisation mobilisent des mythes managériaux. Le mythe du bien vivre, de la libération, ou de l'aliénation, ou de l'effet panoptique. Et d'après moi, c'est perturbant, parce que finalement, on nage en plein paradoxe, et plusieurs personnes véhiculent des interprétations divergentes. Donc, en même temps, ce que j'aimerais dire, c'est que l'entreprise a de plus en plus de problèmes humains. Et donc une difficulté à attirer des talents, conjuguée à des départs à la retraite massifs, le besoin de couvrir à la fois des projets digitaux, tout en continuant à faire fonctionner des installations et des machines existantes, des peurs plus ou moins légitimes qui sont refoulées ou exprimées par les salariés. Évidemment, les salariés savent que beaucoup d'emplois vont disparaître, mais à quel rythme ? Les robots auto-formés sont vraiment perçus comme un moyen de substitution au travail humain. Et même en cas de complémentarité, la question de dépossession et de déqualification se pose. Le travail peut devenir ennuyeux, comme le dit par exemple notre collègue Pierre. Et donc, ça conduit à un désengagement. Dans ce contexte, comment valoriser le travail bien fait ? Et finalement, on peut se demander s'il existe encore des marges de manœuvre pour les opérateurs, pour les salariés, ou des moyens de contourner pour toujours continuer à exercer son métier. Donc toutes ces problématiques pourraient, selon moi, faire évoluer le rôle et la place de la fonction ressources humaines. Et dans ces conditions, les professionnels de la fonction ressources humaines devraient innover et être proactifs. Alors, la fonction ressources humaines pourrait se repositionner sur le terrain, localement, dans les usines, pour étudier la pratique de travail et, in fine, cadrer aussi les pratiques de management et anticiper, évidemment, les risques humains. Donc, quels sont les moyens dont elle dispose ? Eh bien, dans le cadre de la conduite du changement, par exemple, de ces projets, les professionnels des RH pourraient participer, être à l'écoute des craintes des salariés, être aussi capable de présenter aux opérateurs et de valider avec eux la conception de futurs postes d'usinage, étudier avec eux donc, les interactions homme-machine. Par exemple, dans la cobotique, on pourrait tenir compte quand même du ressenti de l'opérateur, essayer de le comprendre. J'en profite aussi pour dire qu'il serait peut-être temps dans les usines de réfléchir à l'intégration de femmes, notamment si les machines rendent le travail moins physique. Les chercheurs reconnaissent évidemment que les individus vont devoir travailler avec des machines de plus en plus intelligentes. Et pour moi, le rôle des DRH est essentiel pour comprendre l'évolution du sens qui est donné au travail dans ces conditions, mais aussi de comprendre l'engagement des salariés. Donc la GPEC, clairement, ne suffit pas, à mon avis. Et surtout qu'elle est limitée parce que c'est une approche technocratique, la GPEC. Et par contre, en parallèle, je pense que la gestion des talents gagne du terrain. Alors, elle est intéressante, cette gestion des talents, parce qu'elle permet d'identifier en interne et en externe des individus. On ne cherche pas ici à travailler sur des postes, mais plutôt sur des individus culturellement connectés. Et donc, on cherche à les identifier. On veut détecter des personnes polyvalentes, dotées de compétences transversales, capables aussi d'avoir des compétences d'ordre analytique, être aussi capables de communiquer, de travailler en équipe, etc., d'avoir aussi des compétences linguistiques. Alors, ces compétences, on ne les découvre pas aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais leur importance s'accroît. Et les référentiels de compétences de la GPEC ont peut-être besoin d'être actualisés. Donc le DRH, pour terminer, pourra s'inspirer des études qui sont menées dans les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications des branches professionnelles. Je pense que là, il y a un travail, par exemple dans le bâtiment, il y a un travail qui est intéressant, qui est mené dans ces observatoires, et le DRH pourra animer son propre observatoire des métiers, pour détecter les évolutions en cours et partager évidemment ces analyses avec les directions, les managers et les salariés eux-mêmes. Voilà, merci. Merci Florence. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, on a peut-être deux manières d'aborder l'automatisation, la robotisation. D'une part, elle peut remplacer l'activité. D'autre part, elle peut venir je
j'ai perdu mes mots. Elle peut venir compléter, accompagner l'activité. C'est sans doute là que le rôle du management est crucial, la vision du management qui va être portée dans les entreprises, c'est-à-dire est-ce qu'on a envie d'accompagner le travail, de permettre un travail bien fait, de permettre de faire évoluer les métiers en supprimant de la pénibilité, ou est-ce que réellement on a envie de supprimer complètement le travail? Comment est-ce qu'on peut continuer de donner du sens au travail? Donc ça soulève beaucoup de questions, et je vais vous laisser à présent la parole pour faire réagir nos interlocuteurs. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je voulais faire une intervention. Je suis ingénieur agroalimentaire et responsable de production. Ça va faire une bonne dizaine d'années que je suis en industrie agroalimentaire. Je suis passé par pratiquement 5 usines. Et honnêtement, partout où je suis passé, j'ai eu à supprimer des postes en automatisant, en mettant des robots en place. Et malheureusement, je vais dire, on n'a jamais réussi en fin de compte à transférer un certain nombre de tâches manuelles et changer de poste systématiquement. Alors j'avais des effectifs qui étaient en partie des intérimaires et généralement ce sont les intérimaires qui partaient et qui ne revenaient pas. Et pour être honnête, je ne rejoins pas tout à fait une partie de ce que vous dites, mais systématiquement en tout cas, tous les postes qui ont été supprimés grâce à l'automatisation n'ont pas été reconvertis en autre chose. Alors, j'ai eu la chance aussi d'avoir eu une autre expérience en Afrique. Et pratiquement en Afrique aussi, aujourd'hui, toutes les installations de nouvelles usines qu'on monte, on commence à automatiser aussi. Dans un autre type de fonctionnement où les personnes qu'on a ne sont pas assez compétentes pour pouvoir véritablement avoir le basique pour pouvoir travailler dans les usines. Et là, c'est d'autres problématiques plutôt. On préfère automatiser parce que c'est beaucoup plus facile à gérer de ce côté-là. Et donc, malheureusement, je vais dire, moi en tout cas, par mon expérience jusqu'à présent, j'ai eu très peu de situations où on a eu à faire des reconversions suite à des automatisations et de la robotisation. Du moins, c'est en industrie agroalimentaire. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une question? Ou est-ce que c'était plus un témoignage? Merci. Merci. Sébastien veut répondre? Oui, vous m'entendez. Oui. Pour intervenir pour des clients dans l'alimentaire, la culture n'est pas forcément, dans ce domaine-là, à des reconversions. Je vais pas vous... Enfin, je confirme ce que vous me dites. Le problème étant, c'est que dans la mise en œuvre de la destruction d'emplois, c'est la mise en œuvre d'un licenciement économique. Alors, je ne sais pas si vous prenez l'ampleur d'un licenciement économique et l'ampleur des obligations qu'a l'employeur vis-à-vis des salariés. Mettre en œuvre un licenciement économique, alors notamment quand ça touche, quand vous touchez plus de 10 salariés, où vous devez mettre en place, enfin si vous êtes dans une structure de plus de 50 salariés, vous devez mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, etc. Il y a quand même un fort souci au préalable et un fort besoin d'essayer de reclasser les salariés. Et là, c'est une obligation assez fortement sanctionnée par le juge. Donc, on fait des efforts sur ce point-là. Et parce que là, que ce soit la Cour de cassation, que ce soit le Conseil d'État, ça ne pardonne pas si vous ne mettez pas en œuvre l'ensemble de vos obligations, enfin, tous les moyens nécessaires pour reclasser, eh bien, automatiquement, votre licenciement économique va être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors, je partage votre point de vue pratique de par l'alimentaire, mais vous avez certains domaines, je pense notamment à la métallurgie. Je pense, oui, la métallurgie est un bon exemple, où on essaye en général, enfin du moins les clients essayent de faire cet effort de reconversion des salariés. Voilà. Bonjour, donc je travaille dans la grande distribution et nous sommes aussi confrontés à une réalité. Donc, ça ne va pas être la robotisation actuellement, mais c'est l'automatisation par les moyens de paiement, par les moyens d'encaissement, par l'Internet, qui remet notre modèle économique en difficulté.
c'est très rapide, puisque tout se fait en même temps, et l'Internet accélère tout à puissance X. Le modèle est difficile. Donc, il y a eu dans le passé d'autres révolutions que vous avez évoquées, le chemin de fer, l'industrie papetière, etc. Lorsque ces révolutions étaient encore limitées par la vitesse de communication, par différents événements, il y avait peut-être plus de temps pour l'absorber. Aujourd'hui, avec la mondialisation, avec l'ouverture des frontières, avec tous les moyens de communication des flux, est-ce que la vitesse actuellement de propagation de cette robotisation, de cette automatisation alliée avec l'Internet, etc., est-ce que ça va laisser une chance aux collaborateurs qui seront directement concernés, quand vous parliez du U, par cette niche, enfin c'est même pas cette niche, par ces marchés à prendre pour la robotique, parce que même si l'employeur a un rôle de garantir l'employabilité de ses salariés, ce que vous parliez tout à l'heure, même s'il y a un GPEC, ça va très très vite. Moi, dans mes équipes, j'en projette difficilement certains sur d'autres métiers. Vous voyez, j'ai quand même une utilité. Alors, moi, je suis d'accord avec vous. Là encore, je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai que la grande distribution, je connais un peu les évolutions. Les employeurs ont quand même des outils pour éviter le licenciement économique. Et on a un formidable outil qu'a mis en place les ordonnances Macron. C'est la rupture conventionnelle collective. Donc, forcément, alors j'en ai pas parlé faute de temps, mais c'est vrai que ça permet de sortir du giron du licenciement économique et des contraintes, mais l'inconvénient de la rupture conventionnelle collective, il faut passer par les syndicats. Enfin, l'inconvénient pour l'employeur. Je me positionne côté employeur, vous avez compris, malheureusement. Donc, forcément, c'est vrai que ça ne va pas aller dans le sens... Enfin, du moins, les employeurs, enfin pas tous non plus, vont pas aller dans le sens dans l'idée de formation ou de reconversion des salariés. Quand on a des outils comme ça, avec la rupture conventionnelle collective, c'est beaucoup plus simple de mettre en œuvre une sortie du salarié plutôt que de le faire évoluer sur un poste qui, parfois, il ne sera pas forcément compétent ou adapté sur ce poste-là. Donc oui, là encore, je partage votre avis. Alors, on va prendre encore quelques questions et puis il y a un cocktail qui nous attend où vous pourrez continuer d'interagir avec vos interlocuteurs en vous rassasiant. Donc, on va prendre encore 3 questions courtes, si vous voulez bien. Alors, moi, je ne suis pas du tout dans un monde industriel, mais pour rebondir sur la partie grande distribution, je pense qu'il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est qu'on a toujours besoin de l'humain et du contact humain. C'est très bien aujourd'hui tout ce qu'on peut avoir via Internet, mais l'humain reste quand même toujours présent et je pense qu'il faut rester positif par rapport à ça. Et je pense que ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Alors dans une usine, c'est vrai que c'est moins facile, mais d'un autre côté, l'absence d'humain aussi, à un moment donné, je pense que ça ne facilite pas le travail. Quand on est sur une chaîne, enfin moi je peux voir, on a des usines qui existent à côté de chez nous, enfin où je travaille, et on voit bien que quand même, ils ont ôté de l'humain et ils ont remis de l'humain. Donc je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter, l'humain continuera à exister, les postes vont évoluer, et je pense qu'en tant qu'RH, on est là en effet pour les accompagner, mais l'humain restera présent différemment, mais je pense qu'il faut rester optimiste. Merci. On avait pour idée de ne pas donner un point de vue anxiogène sur le sujet et de montrer que l'humain avait encore sa place. Alors, j'avais une question. Merci. La question, c'est... la robotique et l'automatisation dans l'industrialisation des procédés de fabrication, c'est indéniable. Il y a un engouement de ce côté-là. De fait, par rapport à votre CA de 100 millions d'euros, c'est ça si je ne me trompe pas, l'année dernière, je me demandais est-ce que ce n'est pas lié intimement à notre modèle économique capitaliste? Et si c'est le cas, si demain ce modèle, on change de modèle, est-ce que ça va perdurer cet engouement? Bonne chance, ouais. Guy, c'est pour toi. J'ai 3 heures, c'est ça? Ouais, ce que je peux simplement observer, c'est que dans tous les secteurs
robotique, actuellement, à travers le monde, et même en Chine, il y a une tendance à automatiser tout ce qui est automatisable. Et tout à l'heure, il y a eu 2 interventions dans la grande distribution. On voit souvent la partie visible de l'iceberg de la grande distribution, qui est l'interface avec le client. Mais il y a la partie cachée de l'iceberg, où il y a toute la préparation de commandes. Et dans ces domaines-là, où pendant très très longtemps, il y a eu beaucoup de personnes, eh bien, il y a des tendances également très très fortes à l'automatisation. Et en moyenne, dans les différents syndicats auxquels on appartient, professionnels, on observe une croissance depuis 5 ans de l'ordre de 10% par an de cette activité de robotisation en France. Et donc, oui, le modèle capitaliste tire ces robotisations. Peut-être. Bonsoir. Sans forcément rentrer dans la question de la révolution économique et des modèles, sans non plus rentrer dans la révolution des robots, genre Terminator, ils vont prendre le pouvoir, ma question était, est-ce que ces questions-là sont pensées un peu à une autre échelle que l'entreprise, puisque c'est des emplois qui sont souvent détruits, qui sont peu qualifiés, et du coup, est-ce qu'il y a une réflexion à une échelle au-delà de l'entreprise ? Alors, je vais commencer à répondre en descendant et en apportant le micro. C'est qu'on avait décidé de cibler la conférence sur les usines. On n'est pas là pour résoudre les problèmes de la société. Enfin, on n'a pas suffisamment de temps. On a des experts largement compétents, mais c'est peut-être pas l'objet du débat. En fait, on veut surtout pas rentrer dans les débats politiques. Donc oui, ça doit être pensé à un autre niveau que celui de l'entreprise, mais le point de vue ce soir, c'était vraiment, on a ciblé sur les usines. Alors, sauf que je pense que ce qu'on peut conclure des différentes interventions, c'est qu'on n'est pas encore au stade des usines sans humain et que finalement, on a plutôt des usines, enfin même si ça existe dans certains types d'activités, mais qu'on a plutôt des usines où l'intervention du robot va permettre de soutenir, d'améliorer, de faciliter le travail, de supprimer de la pénibilité, des risques psychosociaux, etc. Et où on peut aussi penser le travail en collaboration entre humains et robots. Guy, tu voulais je voulais simplement ajouter que dans les activités de robotisation dans les usines, on a vu des cas tout à l'heure avec Airbus ou sur les chantiers avec Bouygues. De plus en plus souvent interviennent des acteurs des sciences humaines, des psychosociologues, des anthropologues de l'EHESS par exemple, qui viennent essayer de comprendre la globalité du travail et qui viennent essayer de créer des îlots où on va robotiser, d'autres où on ne va pas robotiser. Alors qu'il y a 20 ans, moi quand j'ai commencé à travailler, on était dans les logiques, il fallait supprimer les personnes dans les usines. Et donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau et de plutôt encourageant.
Merci. Je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on continue d'échanger autour du buffet qui nous attend. Merci à tous.